Il est 21h ici à Paris. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour la suite de Paris Direct. À la une ce soir, Omicron signalé dans 38 pays dans le monde, parmi lesquels la France. 9 cas détectés. De nouvelles restrictions sont envisagées. On en saura plus lundi prochain à l'issue du Conseil de défense sanitaire. On en parlera avec notre invité, le professeur Mekki Yahya. Suite du déplacement d'Emmanuel Macron dans le Golfe, au Qatar, ce soir, après une journée dans les Émirats, son temps fort, la signature d'une commande record de 80 avions de combat Rafale et de 12 hélicoptères Caracal, historique pour le président français, par ailleurs très critiqué, on le verra. Et puis autre périple, celui du pape François, deuxième journée à Chypre. Il a participé tout à l'heure à une prière œcuménique. Il a dénoncé à cette occasion l'esclavage et la torture infligée à certains migrants. La question migratoire, effectivement, au cœur de son déplacement, qui l'amènera par ailleurs en Grèce demain. Vous entendrez notre correspondante Alexia Kefalas dans cette édition. Se dirige-t-on vers de nouvelles restrictions anti-Covid-19 en France? C'est probable. Un conseil de défense sanitaire aura lieu lundi prochain dans un contexte d'apparition du variant Omicron dans l'Hexagone. 9 cas officiellement pour l'heure. Plus généralement, les indicateurs de la pandémie ne cessent de se dégrader à 3 semaines des fêtes de fin d'année. Vous voyez ce reportage dans un service de réanimation de nos confrères de France 3. Après une accalmie de quelques mois, de nouveaux patients arrivent dans ce service de réanimation, mais leur profil a changé. Nous avons le secteur Covid avec 3 patients qui sont jeunes, 44 ans et 62 ans, sans comorbidité, qui ne sont pas vaccinés et qui sont graves pour nous. C'est inattendu. Christophe n'a pas voulu du vaccin. La quarantaine est sans aucun facteur de risque. Il se croyait à l'abri. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, mais il faut vraiment qu'on se batte encore. Hein ? D'accord ? Aujourd'hui, en soins intensifs, ce professeur des écoles a changé de discours. J'ai chopé le Covid pendant 1 an et demi. Et puis, quand je travaille avec les enfants, j'ai été chopé. Voilà. Faites-vous vacciner. Une prise de conscience tardive avec des conséquences pour les soignants. Aurélie, infirmière en réanimation, est inquiète. En fait, on ne voit pas le bout du tunnel. On a eu un espoir, là il n'est plus là. On se dit qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va à nouveau être obligé de peut-être faire des choix? Lors de cette 5e vague, les hospitalisations concernent davantage les 30-50 ans. Et pour les non-vaccinés, le danger est bien réel. L'enseignement actuel, c'est l'atteinte de sujets jeunes, encore une fois inattendus, et qu'aujourd'hui, on peut dire que ce sont ces sujets-là qui sont le plus, entre guillemets, à risque quand ils ne sont pas vaccinés, d'arriver en réanimation et même d'avoir des pronostics graves. Dans ce service d'infectiologie, 5 lits Covid sont occupés par des personnes âgées, comme Josette, 94 ans. Bonjour Madame Fournier. Bonjour docteur. Des patients âgés pour qui la réanimation est contre-indiquée en cas de complications. Ils ont en général eu 2 doses ou bien ils ont eu le Covid et une dose. Et malheureusement, on est arrivé au moment de faire le rappel vaccinal et ils n'ont pas eu le temps de faire le rappel vaccinal. La hausse rapide du taux d'incidence en Saône-et-Loire a contraint l'hôpital à rouvrir 24 lits supplémentaires. 14 sont aujourd'hui occupés par des personnes jeunes sans antécédents et non vaccinées. Et on en reparle avec notre invité Mekki Yahya, docteur virologue au CHU de la Croix-Rousse, spécialiste en virologie à l'université Claude Bernard Lyon 1. Bonsoir Mekki Yahya, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. On l'a vu à travers ce reportage de nos confrères de France 3, on est en pleine 5e vague qui inquiète, d'autant plus avec l'arrivée dans l'Hexagone d'Omicron. 9 cas détectés à ce stade. Que sait-on de la dangerosité particulière de ce variant ? Bonsoir à vous et je vous remercie de cette invitation. De ce variant, c'est un variant qui a plus de 32 mutations, premièrement. Deuxièmement, il frappe beaucoup les jeunes, les moins de 50 ans. Les signes cliniques sont pratiquement les mêmes parce qu'il reste le même virus souche Wuhan, seulement avec des mutations. Seulement par rapport au Delta qui est le plus dominant sur la planète, surtout en France, c'est que Delta, il avait 3 mutations et là on a 32 mutations.
Donc, pour le moment, tout est sous observation. L'étude de l'efficacité vaccinale, on sait que les vaccins, d'après les sociétés Pfizer et Moderna, surtout la 3e dose, elles nous protègent. Pourquoi elles nous protègent? Parce qu'on produit assez d'anticorps qui reconnaissent une partie de ce virus, donc ils vont lutter contre ce virus pour qu'il n'aille pas attaquer le poumon, le cœur ou le foie ou les reins, parce que les récepteurs, ils sont sur tous les organes du corps humain. Et donc, ce variant, il peut avoir est-ce que, justement, la question qu'on se pose, est-ce qu'il va déplacer le delta, il va prendre la place du delta, comme ce qu'a fait delta par rapport à bêta et alpha? On observe ça, seulement le fait qu'on a 9 nouveaux cas, donc ça demande plus de vigilance, plus d'observation, et surtout, notre vrai message, c'est la vaccination. Vous venez de le montrer dans votre reportage qui est extraordinaire, c'est que presque 50 000 cas aujourd'hui, qui sont ces cas-là, 90% sont des non-vaccinés. Et donc, on sait quel est le rôle et l'efficacité du vaccin, et que le vaccin sauve des vies, alors que les non-vaccinés, ils jouent avec un risque pour eux-mêmes, pour leur famille, pour la société, pour la France. Un conseil de défense sanitaire est attendu lundi prochain. Est-ce que vous pensez que de nouvelles restrictions drastiques sont nécessaires pour freiner la progression de ce variant et plus généralement lutter contre cette 5e vague qui submerge les services de réanimation ? Tout à fait, le Conseil de défense, donc il va certainement limiter les voyages, certainement les 9 personnes, on va faire le patient traçabilité, c'est-à-dire qu'on va suivre comment ils ont voyagé, avec qui ils ont voyagé, on va convoquer et aller suivre toutes les personnes qui étaient en contact, soit dans les avions, dans le métro, si on arrive à les voir, qui c'est dans le métro, mais surtout parmi leur famille, s'ils travaillent, la société, s'ils ont fait des réunions, et certainement on va limiter le voyage. Donc parce vous pensez qu'on devrait fermer les frontières ? Au moins en partie? Pourquoi pas, avant les fêtes, imaginons que demain de 9, on se retrouve avec 1000 ou 2000, ça serait grave. Et donc, afin qu'on passe des fêtes tranquillement et surtout qu'on ne se retrouve pas en train de reconfiner, comme a dit M. le Président, M. le Premier ministre, M. Castex. Donc, si on veut éviter, c'est surtout limiter, justement, mettre donc en quarantaine ces 9 personnes, suivre, étudier leurs souches déjà, qui vont être étudiées dans notre laboratoire, qui est le premier laboratoire de séquence. D'ailleurs, est-ce que c'est étudiable facilement? Est-ce qu'on peut repérer ce variant Omicron rapidement par rapport aux autres variants? Oui, dès que ces souches arrivent dans notre laboratoire, qui est Centre national de référence pour les virus respiratoires et le Covid-19, SARS-CoV-2, avec le professeur M. Lina, dont on a bénéficié la visite de M. le Premier ministre aujourd'hui, M. Castex, M. le ministre de la Santé, nous sommes devenus le premier laboratoire qui a séquencé le plus de séquences du virus. Donc on a les compétences, on a les moyens. La France est un pays très fort dans la recherche dans le domaine virologique, microbiologique, mais surtout en virologie. C'est un laboratoire référence de la grippe, influenza, sur le plan européen, mondial, international, la polio aussi. Et donc, on a la capacité dans notre centre et aux Hospices civils de Lyon, au CHU de Lyon, on a les moyens, les ressources humaines et les moyens pour analyser. Et donc, dès qu'on reçoit les souches, en 48 heures, 72 heures, on peut donner les séquences. Parce qu'il peut avoir muté, même le Omicron, on arrive en France, est-ce qu'il est resté le même qui est apparu au Botswana, Zimbabwe et Pretoria, en Afrique du Sud, ou est-ce qu'il y a une autre mutation? Et qui c'est ces personnes-là? Et surtout, on va essayer de suivre, ils étaient en contact avec qui pour voir si on va évaluer la transmissibilité, ce qu'on appelle le risque, le R0, le risque de contaminer combien de personnes. On sait que le taux actuellement de positivité, de séroprévalence et de l'infection, on a 366 cas pour 100 000 habitants. Donc, c'est énorme. Et donc, on est en plein vague de 5e vague. Donc, si ça se rajoute à cette 5e vague qui est due au Delta, 100% au Delta, 9 cas, justement, de Omicron, on va suivre ces 9 cas. Est-ce qu'ils ont contaminé en France ou on va vraiment les mettre en quarantaine? Et on peut contrôler ce nouveau variant en France avec les moyens qu'on a et que mettre à disposition les hôpitaux, le ministre de la Santé, bien sûr. Merci beaucoup Meki Yehia pour votre intervention ce soir sur France 24 et donc on surveillera ce Conseil de défense sanitaire lundi prochain. À la une également de l'actualité, le déplacement d'Emmanuel Macron dans le Golfe. Première escale aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis. Il est arrivé depuis ce soir au Qatar. Temps fort de cette journée de vendredi, la signature d'une vente record de 80 Rafales. Voyez ce reportage de nos confrères de France 2 avec Théa Bazarevitch. Une signature historique pour le PDG de Dassault Aviation.
Le groupe d'armement vient de conclure un contrat record avec les Émirats arabes unis. La vente de 80 avions Rafale et 12 hélicoptères Caracal. Emmanuel Macron met en avant la lutte contre le terrorisme. Donc pour moi, l'objectif, c'est ça, la paix, la stabilité et la lutte contre le terrorisme, évidemment. Et cela, c'est à la fois la vocation de la France dans cette région et c'est aussi l'intérêt de la France, parce que c'est un intérêt en termes de sécurité pour nos compatriotes. Les Rafales et les Caracal seront livrés à partir de 2027. Il s'agit du plus gros contrat d'armement signé par la France. À la clé, 16 milliards d'euros et des milliers d'emplois. On va plus que doubler la chaîne de production du Rafale, donc ça représente des milliers d'emplois, non seulement chez Dassault et ses coopérants, Thales et Safran, mais sur les 400 entreprises qui travaillent dans l'écosystème du Rafale. Mais dans la classe politique, les critiques fusent déjà. Le candidat vert à la présidentielle Yannick Jadot dénonce une France qui fait honte quand elle arme des régimes autoritaires. Emmanuel Macron souhaite aussi contribuer à l'amélioration de la situation au Liban. C'est ainsi qu'il a justifié le fait de renouer le dialogue avec le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Et c'est aussi le sens de la démission du ministre libanais de l'Information, Georges Kordaï, soutenu par le Hezbollah pro-iranien. Il avait critiqué fin octobre l'intervention militaire de Riyad au Yémen, provoquant une grave crise diplomatique avec les pays du Golfe. David Gilbert. Son départ permettra-t-il de sortir de la crise diplomatique avec Riyad ? Fin octobre, Georges Kordaï, le ministre libanais de l'Information, avait publiquement défendu le combat des Houthis au Yémen face aux troupes saoudiennes à la tête d'une coalition de pays sunnites. L'Arabie saoudite et certains de ses alliés avaient alors pris plusieurs mesures de rétorsion, dont l'interdiction de l'importation de produits libanais. Après avoir résisté pendant plusieurs semaines, Georges Kordaï fait finalement les frais de ses déclarations. J'ai décidé de libérer mon poste de ministre, mais je continuerai à servir mon pays où que je sois. Je souhaite bonne chance au gouvernement, duquel je démissionne. Une nouvelle illustration de l'entente quasi impossible entre les différents mouvements politiques libanais. Le ministre démissionnaire était soutenu par le Hezbollah chiite pro-iranien. Les Saoudiens, eux, exercent leur influence sur les partis sunnites. En 2017, déjà, la démission surprise du Premier ministre de l'époque, Saad Hariri, depuis Riyad, avait montré la mainmise de l'Arabie saoudite sur les affaires intérieures libanaises. Cette fois-ci, un autre acteur semble avoir pesé dans la balance. J'ai compris que les Français voulaient que je démissionne avant la visite de Macron à Riyad, afin d'aider à rouvrir le dialogue avec les autorités saoudiennes sur le Liban et le futur des relations libano-saoudiennes. Emmanuel Macron, qui doit arriver samedi en Arabie saoudite, a déclaré dans la foulée qu'il espérait des progrès sur le Liban dans les prochaines heures. On en vient maintenant au second jour de la visite du pape François à Chypre, première étape de son pèlerinage qui l'amènera également en Grèce. Au cœur de ce voyage, la question des migrations. Le pape a dénoncé tout à l'heure le traitement réservé à certains migrants en proie, je cite, à l'esclavage et à la torture. Il doit d'ailleurs ramener 50 migrants avec lui lors de son retour en Italie. Jules Boiteau. Retrouver la fraternité et dépasser les divisions. C'est le message qu'a voulu envoyer le pape au second jour de sa visite à Chypre, où les arrivées de migrants ont augmenté de 38% cette année. Aux portes du foyer de la crise migratoire, le pape a mis en garde les Européens contre les murs de la peur et les intérêts nationalistes, lors d'une grande messe célébrée à Nicosie ce vendredi, devant plus de 7000 fidèles. Il a également souhaité une gestion plus humaine des exilés, ainsi que l'aide des autres membres de l'Union européenne. Chers frères et sœurs, face à nos propres obscurités et aux défis auxquels nous sommes confrontés dans l'Église et dans la société, nous sommes appelés à renouveler notre sens de la fraternité. Si nous ne dialoguons pas, si nous ne marchons pas ensemble, nous ne pourrons pas guérir pleinement de nos aveuglements. Une fraternité que le pape a décidé d'exprimer par l'accueil de 50 migrants au Vatican, qui rentreront avec le cortège apostolique. Après la venue de benoît XVI en 2010, il s'agit de la seconde visite d'un pape sur l'île, que François décrit comme un point de rencontre entre l'Orient et l'Occident.